Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'Avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2019, pleine de collaborations heureuses et de dossiers passionnants. 2019 sera aussi, pour certaines et certains d'entre vous, une année de changement et ce 10e épisode marque donc le retour d'un avocat reconverti sur le podcast pour vous donner des ailes dans votre nouvelle aventure. Comme je l'expliquais dans l'introduction à l'épisode 5 de Fleurs d'Avocat, l'objectif de ces épisodes est de montrer que les avocats ne sont pas cantonnés au droit et peuvent, s'ils le souhaitent, élargir leurs horizons professionnels. Cette fois, c'est au tour de Thibaut Labbé de se prêter à l'exercice. Thibaut était un de mes formateurs à Switch Collective, à l'origine du programme Fais le bilan calmement, qui est un programme d'aide à la réflexion dans le cadre d'une reconversion professionnelle que j'ai suivi et dont je parle avec Jessica Troisfontaine dans l'épisode numéro 5. Thibaut est nantais, a fait une partie de ses études ainsi que plusieurs stages à Paris, d'autres stages en Nouvelle-Zélande et a exercé pendant 1 an au barreau de Marseille en collaboration dans un cabinet spécialisé en droit maritime. Aujourd'hui, Thibaut partage son temps entre Chiloé, qu'il a cofondé et dont l'objectif est de vous aider à partir à l'aventure dans la nature en France, et Switch Collective, pour qui il anime des formations. Mais en réalité, depuis qu'il a raccroché la robe en 2012, Thibaut a exercé plusieurs métiers différents au gré des rencontres, des opportunités et de ses envies. Finalement, ce que Thibaut sait faire, c'est apprendre, et c'est cela qui lui permet de toujours se réinventer. Je précise que je ne suis pas sponsorisée par Switch Collective et qu'il existe d'autres formations comme Postadem ou Wake Up que je ne connais pas mais dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, si celle de Switch Collective vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code promo que je mets en note de l'épisode, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous invite à, comme Thibaut, écouter votre corps. Bonjour Thibaut Labbé. Bonjour. Bienvenue sur Fleurs d'Avocat. Merci. Alors Thibaut, raconte-moi comment est-ce que tu es devenu avocat et pourquoi ? Alors, comment je suis devenu avocat ? Je suis devenu un peu avocat par accident, si ça se dit. Aussi, je me suis inscrit en droit après le lycée en suivant un de mes potes qui était particulièrement brillant à l'école. Et du coup, comme je manquais un peu d'inspiration, je me suis dit... Lui, il doit aller dans une direction qui fait sens, donc je l'ai un petit peu suivi. Et en fait, lui, il est parti directement sur une autre voie. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul. Comment ça, il est parti directement sur une autre voie ? Lui, il a été pris, il a intégré Sciences Po, parce qu'il avait une mention très bien. Donc l'été, où moi, on s'était inscrits à la fac, tous les deux. Lui a directement bifurqué. Et on s'est retrouvés à l'EFB 6 ou 7 ans après, parce que lui, il a fini par revenir vers le droit après. Je me suis inscrit à la fac et la première année m'a vachement plu parce que je suis très curieux et que la première année je trouvais très axée sur la culture générale. Tu découvres une nouvelle matière, la manière dont est organisée la société et notamment par les règles, certaines règles qui la gouvernent. Il y a la partie historique aussi qui est hyper importante au début, du coup qui m'a vachement captivé. Et voilà, ça a bien marché dès la première année, donc ça m'a mis en confiance. Donc j'ai commencé sur cette voie-là. Je suis parti ensuite en Angleterre faire ma 3e année. Donc en Erasmus. En Erasmus, là aussi en suivant quelqu'un d'autre, c'est-à-dire plutôt sur l'impulsion de quelqu'un d'autre. Et c'est marrant, parce que ça en dit vachement sur la suite. Parce que ma copine de l'époque, elle aussi partait en Erasmus, en Espagne pour le coup. Et je me suis dit, moi je sais que je voulais partir en Erasmus. Et je m'étais dit, il y a un moment où je partirai, autant que ce soit la même année. Donc elle part, mais je vais essayer de partir la même année. Du coup, je me suis retrouvé en Angleterre. Et là aussi, ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que, me faire des amis de tous les continents, ce qui était vraiment le cas. J'étais dans un campus sur lequel il y avait plein de nationalités. Ça a donné énormément de valeur à ce que j'étais en train d'apprendre, de voir le droit, et notamment le droit international que j'étudiais à l'époque, vu sous différents angles des personnes avec lesquelles j'étudiais, c'était hyper riche. Et voilà, moi, il y a cette curiosité, et tant que le droit satisfaisait ma curiosité, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Donc j'avais commencé la fac à Nantes. D'où tu viens ? D'où je viens. Et après l'Angleterre, je suis arrivé à Paris 1. Et là, j'ai trouvé la marche assez haute. C'est-à-dire qu'il y avait une différence de niveau avec ma fac précédente qui a été, je trouve, un petit peu... qui a été difficile à surmonter. Mais en même temps, c'était un bon challenge. Je sais pas, j'aime bien quand c'est pas trop facile. Et du coup, je me suis un peu battu pour essayer de entrer dans les bons masters en droit international. Et pourquoi le droit international ? Parce que... pourquoi le droit international ? Parce que il y a plusieurs facettes à cette réponse-là, je pense. Alors, il y avait un truc de prestige qui, je sais pas. Pour moi, depuis tout petit, je savais que je pensais
que je voulais travailler pour l'ONU, que je voulais travailler dans la diplomatie, qui avait une dimension où je sentais que j'avais cette affinité à aller vers des cultures différentes, vers des personnes différentes, et que j'avais une facilité à interagir avec la différence. Du coup, voilà, par intuition, je suis allé vers le droit international. Donc c'est cet aspect un peu prestige, des carrières vers lesquelles ça pouvait potentiellement mener, et ensuite vers cette affinité vers la différence. Et voilà, droit international. Là, je me suis un peu, je sais pas si mal entouré, mais en tous les cas, je me suis entouré de personnes qui avaient des aspirations dont j'ai découvert plus tard qu'elles n'étaient pas vraiment les miennes. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement hyper compétitif, donc Paris 1, Master 1, où les gens se tirent vers le haut, mais on veut intégrer les meilleurs masters, on veut absolument avoir un diplôme de Paris 1 ou de Paris 2, voilà. Et à l'époque, à ce moment-là où j'y étais, la réussite était incarnée par le fait de travailler dans des grands cabinets anglo-saxons et tout. Et moi, je me plaçais sur cette voie-là. Et j'étais entouré de personnes qui tendaient vers cette voie-là également. Et en fait... Et toi, tu savais vers quoi tu tendais ? Non. Moi, je savais que je voulais en faire quelque chose, mais je savais pas ce que je voulais faire, en fait, de ce que j'étais en train de faire. J'étais satisfait par le fait d'apprendre des choses au quotidien, mais je savais pas, il me manquait une vision, il me manquait un objectif à atteindre, et du coup, par défaut, je me suis approprié de celui des personnes qui m'entourent. Et là, c'est un truc que j'ai découvert plus tard, c'est qu'en fait, on est, à un moment T, la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et en fait, moi, j'étais entouré de personnes qui étaient dans des facs parisiennes, avec l'aspiration à entrer dans ces cabinets-là. Du coup, j'avais la même aspiration qu'eux. Et tu vois ce que je te disais sur le début, j'ai un petit peu toujours suivi le flow, quoi, la vague. J'ai suivi cette amie, j'ai suivi cette petite copine, j'ai suivi ses potes de promo, qui m'ont emmené sur un chemin qui était confortable, parce qu'on décidait à ma place, en fait. Je posais pas moi de choix, qui venait vraiment de moi. Et en fait, ce qui aurait été inconfortable, c'est de prendre du temps pour me demander vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre. Et du coup, tu es en Master 1, tu es entouré de ces personnes-là qui sont dans cette vision de l'excellence-là, qui est le droit international, les meilleurs masters Paris 1, Paris 2. Exactement. Et l'objectif sacré, c'est les grands cabinets. Ouais. Voilà. Exactement. Et à ce moment-là, en fait, je fais une connerie, c'est que tu as le droit de postuler à certains masters. Moi, j'ai rêvé de faire du droit international public, le master de droit international public. Et en fait, je me suis auto-censuré, je me suis dit, pour rester à Paris 1, avec le recul, ça me paraît vraiment sacrément... Bon. Et ça paraît rien, je vais postuler dans des masters dans lesquels j'ai le plus de chances d'être pris, d'être retenu. Et moi, j'avais cette expérience en Angleterre, et il y avait un master qui s'appelait le droit anglo-américain des affaires à Paris 1. Et donc, je suis inscrit dans ce truc-là, j'ai été pris. Et là, pour le coup, ça a été l'année, pour moi, en ce qui me concerne, l'année la moins intéressante de mon cursus. Et c'est dommage, parce que c'est quand même l'année sur laquelle tu es en train d'acquérir le savoir-faire le plus spécialisé, celui que potentiellement tu vas mettre en pratique ensuite dans ta carrière, et qui va un peu stamper ton diplôme. C'est ton étiquette. Exactement, ça devient ton étiquette. Et là, j'avais quelques amis de promo, je me suis fait quelques amis de promo avec lesquels ça a bien accroché, mais globalement, l'environnement, les 30 autres personnes avec lesquelles j'étais, je ne trouvais aucun point commun. C'est-à-dire que, rapidement, je me suis rendu compte que eux, ce vers quoi ils voulaient tendre, tous les plus gros cabinets anglo-saxons et tout, ce qu'ils me racontaient de leurs expériences, parce que moi, j'y avais encore jamais mis les pieds, me faisait pas du tout rêver, mais je m'auto-censurais en me disant, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils te racontaient, justement ? En fait, c'était sur les volumes horaires, c'était sur la pression, c'était sur les avocats qui les inspiraient, eux, les modèles de réussite qui nous présentaient, qui, moi, c'est marrant, en le relisant aujourd'hui, je me disais, mais ça me faisait pas du tout rêver, mais je me disais, mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, t'as pas besoin d'être forcément hyper inspiré par les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. En tous les cas, et je dis une grosse erreur, mais je suis très content tout le parcours que je vais te raconter, j'ai aucun regret et je suis très content de ce vers quoi il m'a amené. Mais en tout cas, pour moi, ça a été des années... À ce moment-là, commencent quelques années de souffrance, en fait, sur ce dans quoi je me suis lancé, le métier d'avocat dans lequel je me suis lancé. Donc là, tu es en Master 2, en droit anglo-américain des affaires, à Paris 1, Paris 2 ? Ouais, Paris 1. Paris 1. Est-ce que, avant ce Master 2, tu avais déjà fait des stages ? Alors ça, c'était une autre grosse bêtise. C'est-à-dire que moi... Comme je ne pensais qu'à une chose, c'était satisfaire ma curiosité du monde. Ma curiosité, elle me portait à étudier les matières qui me plaisaient à la fac. Et dès que j'avais du temps libre,
notamment dans les vacances, faire des petits boulots pour gagner de l'argent et aller voyager. Et du coup, tous mes étés, je les ai passés à faire des petits boulots, ce que j'ai adoré, et à voyager. Et en fait, du coup, je suis arrivé en master. Je suis arrivé à la fin de mon master 2, ouais, c'est ça, en 2009. J'avais jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat. Et j'avais déjà le barreau. Et j'avais déjà passé réussi l'examen du barreau. CFPA, ouais. Donc j'étais le CFPA. Ouais, CFPA, pour rentrer à l'école c'est ça, d'avocat. pour rentrer à l'école d'avocat, j'ai un peu oublié. Et donc j'avais déjà le CFPA en poche, donc j'étais lancé sur cette carrière-là, mais je ne savais pas concrètement à quoi ressemblait le métier d'avocat. Et ça, Cela dit, on verra après, finalement, c'est pas un hasard maintenant ce que tu fais par rapport à sans doute, comment t'as géré tes étés quand t'étais étudiant et sans doute. au lieu de faire des cabinets d'avocat, enfin, Exactement. au lieu de faire un stage carrément. en cabinet d'avocat. Exactement, Ouais. exactement, pardon. Complètement. Et alors, tu choisis quand même de rentrer au CRFPA, pareil, dans cette même idée de, c'est quelque part, c'est ce que les gens autour de moi font, et c'est ce qu'on attend de moi, c'est la voie logique, enfin... Carrément. Et ouais, mais surtout, il y avait ce défi. Moi, il y avait pas d'avocat, c'était con, il y avait pas d'avocat dans ma famille. C'était super d'avoir un fiston qui réussit ce truc-là. Tu rends tes parents fiers et tout machin. Donc, pour moi, c'était, à l'époque, à ce moment-là, en termes de ce que tu reçois des efforts que tu donnes, bah, ça me satisfaisait, c'est-à-dire donc ça me satisfaisait vachement. Et du coup, donc ouais, fin de Master 2, je trouve 2 stages. Alors je voulais tester 2 trucs différents. Et je peux donner les cabinets d'avocats. Vas-y. Enfin, je travaille... En fait, ne donne pas, juste pas de nom si après tu vas dire que c'était horrible et que t'as été bâché. Mais sinon, tu peux y aller. Ok, bah du coup, il y a quand même le premier du coup, dans lequel c'est marrant, je suis repassé à vélo devant il y a quelques jours et je me suis dit, j'ai quand même passé, pour moi, ça a été 3 mois les plus difficiles en fait, mais après qui ont du coup été une expérience. C'était quoi comme cabinet d'avocat? C'est un gros cabinet anglais dans lequel j'avais été embauché pour un stage en financement je faisais du financement de projet. Et j'avais 0 expérience là-dedans. Mais c'est pas grave, hein, à la limite, c'est pas grave. Mais je me suis retrouvé dans ce que c'est difficile. Je vais pas rentrer dans la caricature, mais pas du tout. Mais sans rentrer dans les caricatures, toi, ton point de vue et ton ressenti de cette Ouais. expérience. Bah en fait, je me rappelle, les trucs que je me rappelle, c'est marrant, je me rappelle de mon réveil à l'époque, qui était une sonnerie une musique des Beatles, Obladi Oblada, et ça sonnait tous les matins, et je me rappelle que j'avais une grosse appréhension de voir sonner en fait, que quand ce truc sonnait le matin, j'avais mal au bide, quoi. Et que j'y allais, et pourquoi j'avais mal au bide, c'est que j'étais là-bas, et que je me sentais incompétent, en fait. C'est-à-dire que sur tout ce qu'on me demandait, je me trouvais un peu imposteur. J'avais du mal à comprendre. Quand on me bordait sur un dossier, ce que tu veux, j'avais du mal à comprendre. J'avais besoin de temps, machin. Et ensuite, on me demandait de faire des trucs hyper dans le détail. Comment dire? Des trucs très pointus. Et sur lesquels j'ai eu l'impression... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus indulgent avec moi, mais je me sentais pas intelligent, en fait. Avant ça, je trouvais que j'étais quelqu'un qui s'en sortait bien, qui comprenait vite les choses, qui rédigeait bien et tout, machin. Mais en fait, ces 3 mois m'ont donné une très mauvaise image de moi-même, en fait. Et je saurais pas l'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le type de dossier? Est-ce que c'est la manière dont on te déléguait le travail? Est-ce que c'est la manière dont on te l'expliquait? Ouais, il y a sans doute un peu de tout ça. C'est-à-dire que il y a le type de dossier, c'est-à-dire que j'avais jamais travaillé en droit des financements, je sais plus ce que c'était, mais sur du financement de projet. Il y avait de la part des personnes qui me manageaient, une avocate senior et un associé directement, un gros manque de pédagogie, c'est-à-dire d'explication du contexte dans lequel se plaçaient les tâches qu'on me confiait. Donc sans doute un manque de temps, une pression, qu'ils avaient au quotidien, et du coup un manque de disponibilité. Et moi, je me souviens que je n'osais pas poser de questions, parce que en ayant posé 1 ou 2 questions, bah, on avait l'air de me prendre pour un idiot, quoi. Et en fait, moi, c'est un truc... moi, je déteste, j'ai absolument peur. On parle de peur fondamentale, là. Moi, j'ai très peur de la manière dont on me considère, et si je sens qu'on me considère comme... Comment dire? En fait, j'ai très peur du jugement et je me sentais profondément jugé, en fait, par les personnes avec lesquelles je travaillais. Et du coup, ça m'a complètement bridé. J'avais aucune confiance en moi. Et voilà, et du coup, ça a été un calvaire. Enfin, c'était difficile pendant 3 mois, parce que j'étais pas du tout je n'apprenais rien, parce que je me renfermais de plus en plus sur moi-même. Je n'osais pas du tout aller poser des questions. Je demandais pas du tout de travail. Du coup, finalement, c'était des cabinets qui avaient, je pense, pas mal de moyens. Il y avait une armée de stagiaires. Et du coup, finalement, si j'avais pas envie de m'impliquer,
on venait pas me chercher. Et je me rappelle du coup ce que je faisais, parce que j'avais aussi besoin de me nourrir et tout. Et ce que je faisais, c'est que bonjour le gaspillage. J'imprimais des bouquins sur la grosse imprimante dans le couloir et je lisais en faisant semblant de faire des recherches et tout machin. Et je sais plus ce que c'était, mais je me souviens que c'était des bouquins de voyage. Et du coup, je lisais des bouquins de voyage sur ce qui semblait être des pages LexisNexis ou Dalloz, quoi. Pour avoir l'impression de faire des trucs. Et je revenais de là, je revenais tous les soirs à pied chez moi, je me souviens, je passais traverser l'Étoile et tout, et je revenais chez moi vers Pigalle, à pied, et j'osais en parler à personne autour de moi, de dire combien j'étais malheureux dans mon travail, quoi. Et c'était une première expérience, hein, c'était juste 3 mois, donc il n'y a rien de définitif. Mais en tous les cas, ce premier apprentissage de me mettre pour les premières fois les pieds dans un cabinet d'avocat et me sentir aussi peu en confiance, ça m'a fait peur pour la suite, quoi. Et je suppose que tu n'as jamais osé exprimer comment tu te sentais auprès de cette équipe? Pas du tout. Il y avait une autre... la senior avec laquelle je partageais mon bureau était, je pense pour le coup, une caricature d'avocate surmenée, très conflictuelle dans tous ses rapports, y compris avec l'associé avec lequel elle travaillait. Je voyais aussi dans la manière dont elle téléphonait avec son conjoint et tout, que c'était un volcan, quoi. Mais un volcan qui avait beaucoup de mal à canaliser son énergie. Et moins je lui parlais, mieux je me portais, quoi. Et je sentais que c'était la même chose pour elle. Et voilà. Donc, première expérience, parce que tu m'as dit que tu as fait 2 stages à ce Ouais, moment-là. alors, ouais, exactement. Le deuxième stage, tu l'avais déjà trouvé avant Oui. de commencer ce premier stage. Oui. Donc tu enquilles sur cette... Ouais. J'y vais avec un peu d'appréhension, forcément. Il y a un truc à ce moment-là, moi j'ai besoin de voir un petit peu plus long terme. J'avais repoussé mon entrée à l'EFB pour que mon PPI ne soit pas mon Master 2. Et du coup, mon PPI, je m'étais dit, il faut absolument que j'aille à l'étranger. Et là, j'avais... pendant que j'avais du temps à perdre dans ce premier stage, et ben, j'ai tout fait pour partir à l'étranger. Et j'ai eu la chance de trouver 2 stages de 3 mois en Nouvelle-Zélande, où j'ai pu partir faire mon PPI. Et du coup, j'avais cette perspective qui me disait, génial. C'est-à-dire que 2009, ça aurait été difficile, mais 2010, ça va commencer dans les meilleures conditions. Donc j'avais cette perspective-là qui m'avait regonflé, quoi. Et j'arrive du coup dans de meilleures dispositions dans ce deuxième stage. Ce deuxième cabinet, c'était quel type de structure? Alors c'était un autre cabinet anglais, un peu plus petit, qui s'appelle Holman Fenwick Whelan, qui est l'un des plus gros cabinets dans le domaine du droit maritime. Et ils ont un gros bureau à Paris. Et là-bas, il y avait l'associé fondateur de cette branche à Paris qui s'appelait Guillaume Brageux. Ça a été super fort pour moi parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'inspirait, en fait, dans le métier d'avocat. Les 2-3 premières personnes avec lesquelles j'avais travaillé me disaient mais jamais j'ai envie je veux pas tendre vers ça. Là j'ai trouvé quelqu'un vraiment passionné par le domaine dans lequel il bossait. Moi j'étais allé faire du droit maritime parce que je trouvais que les bateaux, bosser sur des bateaux c'était beaucoup plus sexy que sur n'importe quel autre sujet. Et en fait rapidement je me suis retrouvé à bosser avec cet avocat là qui est l'un des ponts du droit maritime en France et à l'étranger. Et il y a ce truc de prestige qui est assez fort chez moi. J'étais content de bosser avec le numéro 1 sur directement un dossier qui a été passionnant sur un paquebot dont les moteurs avaient planté entre Ushuaia et l'Antarctique. Et donc ça a été passionnant pour moi. Donc là, ça m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis dit, ça peut être... c'est hyper stimulant. J'adore le mec pour lequel je bosse. Et donc là, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Et ouais. Et du coup, cette fois, qu'est-ce qui se passait bien? Enfin, cette énergie, est-ce que tu saurais décrire un peu dans ta relation avec cet associé? Est-ce que tu saurais un peu décrire qu'est-ce qui te donnait de l'énergie dans tout ça? Ouais, ce qui me donnait de l'énergie, c'était l'impression... Enfin, déjà que j'ai quelqu'un qui soit beaucoup plus pédagogue avec moi, c'est-à-dire que quelqu'un qui prenne plus de temps pour m'expliquer le contexte dans lequel on travaillait, avec lequel, humainement... Alors, je sais pas si on peut parler de complicité, mais en tous les cas, il me chambrait, mais de manière beaucoup plus bienveillante. J'étais stimulé, parfois il me rentrait un peu dedans, mais moi, ça me challengeait. C'était dans une forme de communication que tu recevais, quoi. Exactement. Exactement. Et en plus, il y avait ce truc de... T'es jeune, t'as 25 ans, t'as très peu d'expérience en cabinet, mais je te fais confiance sur un dossier qui est le truc chaud du moment, quoi. C'était vraiment, je me souviens, c'était le moment où je suis arrivé, le truc a été déclenché, et voilà. Et moi, le fait d'être dans ce défi, d'être au cœur
au cœur du truc, bah, me donnait beaucoup d'énergie. Et donc voilà, cette confiance qu'on me donnait, et de me valoriser en fait. On me valorisait en me disant, t'as beau être jeune, machin, mais tu vas bosser avec nous sur ce truc-là. Et en plus, moi, il y a le côté, je sais pas si ça aurait été la même chose si ça avait été du droit bancaire ou je sais pas quoi, mais moi, il y avait le fait je me projetais très concrètement. Je voyais ce bateau à la dérive, quand je comprenais les parties prenantes, le constructeur du moteur, l'armateur, les passagers, et j'imagine très concrètement la situation, et je me disais, putain, là, des faits dans lesquels je me projette, et du coup je suis content de bosser dessus, et puis je suis content de travailler on bossait pour l'armateur à ce moment-là, et c'était une boîte française que je trouvais hyper dynamique, j'aimais bien l'image de cette boîte, j'étais content de travailler pour cette boîte, au service de cette boîte. Et donc cette expérience te redonne confiance en toi, tu aimes ce que tu fais, Ouais. et tu pars en PPI en Nouvelle-Zélande. Ouais, alors là je pars travailler 3 mois à la mission économique de l'ambassade de France, où là j'ai une mission, je bosse, j'arrive à faire du droit maritime là-bas. En fait, je propose de bosser sur. C'est toi qui as proposé ? Oui, parce que. Et pourquoi est-ce que. Mais parce qu'en fait, j'avais envie de monter en compétence sur ce sujet. J'avais identifié le truc des bateaux, du droit maritime, du transport maritime. Il m'a dit, t'as 3 mois en Nouvelle-Zélande, dans une ambassade et tout, machin. Ne va pas les perdre à faire quelque chose qui. Potentiellement, j'aurais pu passer 3 mois à pas faire grand-chose en fait. Et du coup, je me souviens avoir proposé un truc. Ça avait à voir avec les Incoterms, le commerce international entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je me souviens plus exactement ce que c'était, mais en tous les cas, je me suis dit, il faut que je me saisisse du truc pour apprendre des choses qui m'intéressent. Donc en fait, là, t'as un peu repris les rênes de ta vie, non ? Bah oui, ouais, effectivement. Bah, en vrai, j'avais fait un peu une relecture des précédentes années. Je m'étais dit, Pépère, là, t'es plus trop commande, quoi. Du coup. Donc t'avais déjà, en fait, voilà. Je sais pas si je le formulais comme ça à l'époque, Ouais. mais en tous les cas, j'ai cette intuition-là, ouais. Ouais. Donc premier stage auprès de l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande. Deuxième stage. Deuxième stage, je suis atterri dans un cabinet qui s'appelait Izard Weston, et c'était des Kiwis, des Néo-Zélandais, à Wellington, et qui faisaient du droit maritime. Il y avait 2 cabinets qui faisaient du droit maritime. Et là, hyper intéressant. En fait, je me suis retrouvé à bosser sur, pareil, 2 dossiers en 3 mois, qui étaient intéressants, qui m'ont permis de voir plutôt l'aspect commerce international, lié par bateau, sous l'angle de la common law, que j'avais un peu étudié dans mon Master 2. J'ai pas de dossiers qui m'ont fait vibrer pendant ce truc-là, ça a juste été une expérience. Moi, j'adore être dans un environnement différent, voir comment les gens fonctionnent à l'étranger, être en fait dans le quotidien d'une boîte. Et puis j'étais relativement tranquille, c'est-à-dire qu'on me donnait des trucs, on venait me voir toutes les semaines et j'organisais mon temps comme je voulais. Il y avait un associé absolument. Je regrette, tu vois, de ne pas avoir écrit tout, de ne pas avoir beaucoup plus documenté de ça, c'était une période assez folle. Il y avait un vieil associé, Dan, qui était le bureau d'à côté. À côté de ça, il avait une ferme sur les hauteurs de Wellington. C'était un passionné d'armes à feu et de moutons. Et il venait me voir et il arrêtait pas de me parler de comment il utilisait ses armes à feu ouais, sur ses moutons. de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale en Europe et tout, machin. Il était trop drôle, hyper attachant, tiré à 4 épingles d'une autre époque, quoi. La manière dont il parlait des Maoris, des locaux et tout, machin. Tu sentais que c'était un gars très attachant, mais du siècle passé, quoi. Il m'a emmené dans sa ferme, c'était lunaire. Bon, voilà. En fait, toute l'expérience, j'y ai pas appris grand-chose sur le fond, mais c'est juste comment est-ce que tu vas voir comment des avocats travaillent dans d'autres environnements. Tu repères ce qui te plaît dans leur mode de vie et comment est-ce que ça vient ensuite infuser la manière dont tu veux construire ton métier en France, en fait. Et là, il y avait un truc sur le fait, je trouvais les gens beaucoup plus autonomes sur l'emploi du temps. Il y avait des rapports, je sentais, entre les différents niveaux hiérarchiques qui étaient hyper apaisés, hyper bienveillants, que j'avais moins vu dans les autres cabinets. Je trouve il y avait moins de tension. Voilà. Et ça, c'est ensuite, comment est-ce que dans mon prochain métier, comment est-ce que j'ai envie que ça imprègne mon métier d'avocat. Et là, je te le dis parce que on est 9 ans plus tard, mais j'ai une meilleure lecture, mais en fait, si je devais le refaire aujourd'hui, c'est comment, quand je vais voir d'autres avocats, d'autres milieux, comment est-ce que je m'inspire de leur manière de faire pour construire mon métier à moi, ma manière d'exercer à moi. Ouais. Tu rentres, donc tu finis ce PPI en Nouvelle-Zélande, tu rentres en France, il est temps de faire ton stage final. Ouais. Je suis beaucoup plus bavard que ce que j'imaginais. C'est marrant de relire cette. J'en ai jamais parlé aussi dans les détails, quoi. C'est drôle.
Pardon, je te laisse reformuler Non, ta non, question sur le mais en montage, fait, du coup. juste, du coup, tu rentres, tu rentres de Nouvelle-Zélande et il est l'heure de faire ton stage final. Ouais. Comment ça se passe, ce retour en France, ce stage final, où est-ce que tu l'as fait? Alors, là, j'étais trop content parce que j'ai le cabinet Holman, là, dans lequel j'avais fait précédemment mon... En fait, je m'étais dit, à ce moment-là, moi, je vais faire le FB, je vais être diplômé, je vais être avocat, et du coup, je suis en train de me faire une petite expertise en droit maritime, je vais faire du droit maritime. Du coup, arrêtons de se poser des questions. J'ai eu l'impression de me réapproprier les choses en choisissant ce droit maritime, en l'ayant trouvé, en allant prospecter, en allant chercher une place dans les bons cabinets, en allant faire en Nouvelle-Zélande. Vas-y, c'est mon truc, maintenant j'y vais, quoi. Donc je retourne chez Holman, là j'ai 6 mois, où là j'ai la chance d'être, on est 5 stagiaires, il n'y a que des filles avec moi, et on a une super équipe. Vraiment, on passe un super moment. On est tout le temps, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on est, mais en même temps qui était super, c'est il y avait un bureau de stagiaires. Et je pense qu'avec le recul, je pense que c'est mieux de pouvoir travailler au contact des avocats, même si voilà, ça a eu plein d'avantages. Donc ça a été 6 mois super, mais je me sens toujours pas. Moi, je me sens un peu imposteur de me dire que je vais devenir avocat 6 mois plus tard, parce que j'ai l'impression que je sais toujours pas rédiger des actes, des conclusions. En fait, et la vérité, c'est qu'elle va apparaître plus tard, c'est que j'ai pas l'esprit pour être un bon avocat, en fait. C'est-à-dire que j'ai un bon esprit de synthèse, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans les détails, je m'échappe beaucoup plus. J'utilise pas Ça mal maintenant. t'intéresse moins, ouais. Ça m'intéresse moins, ouais. Et j'ai moins. Tu sais, dans l'outil du MBTI, on utilise vachement la notion de préférence. Et moi, je suis beaucoup plus dans les grandes mailles, dans l'intuition, c'est la deuxième lettre du MBTI, que dans le détail, le factuel, la précision. Et en fait, c'est pas que je sais pas faire, c'est que j'ai moins de facilité à le faire. Et du coup, ça me prend beaucoup plus d'énergie et je me sens beaucoup moins bon. Et du coup, moi, quand il s'agit de faire des débats théoriques sur tel ou tel dossier, théorie de droit et tout machin, je perçois le truc, j'adore y réfléchir, mais dès qu'ensuite il faut rentrer dans les détails et te dire, bon, bah, du coup, c'est tel article, telle jurisprudence, machin, pour arriver à tel résultat concret. Je sais pas si je décris bien ce que c'est que d'écrire une conclusion, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais en tous les cas, ça me prenait beaucoup d'énergie, j'avais pas l'impression de bien le faire. Le syllogisme juridique, vraiment dans sa pureté, Ouais, dans sa précision, ouais, c'est pas pour moi. c'était pas ton truc. Non, exactement. Et là, je suis content, c'est exactement, merci de le formuler comme ça, parce que en fait, ce qui longtemps m'a fait me sentir mauvais juriste. Je comprenais bien, mais j'étais mauvais praticien. Enfin, encore une fois, ça me prenait trop d'énergie, et Bah, t'étais pas sur tes points forts, quoi. j'étais pas sur mes points forts, exactement. Ouais. Exactement. Et... Or, ouais. Mais par ailleurs, ce stage quand même se passe bien. Oui, super, parce qu'en fait, à ce moment-là, petit aparté, en fait, à ce moment-là, c'est le cœur on est en plein dans le golfe d'Aden, il y a énormément de piratage tous les jours, et je me passionne. Alors, précise-nous quand même ce golfe. Le golfe d'Aden, au large alors, au sud de Djibouti, au large de la Somalie, il y a des pêcheurs, des anciens pêcheurs, dont les ressources halieutiques sont de plus en plus monopolisées par des grands chalutiers qui viennent d'Europe, du Japon, de Chine. Du coup, il y a de moins en moins de ressources, et du coup, eux, ils crèvent la dalle, et du coup, ils voient des gros cargos qui passent devant chez eux, et ils se disent, bah, ça c'est de la richesse, on va les servir. Du coup, ils prennent de plus en plus. Il y a tout un réseau au début, ça se fait de manière artisanale, et puis c'est de plus en plus récurrent et de mieux en mieux organisé. Il y a des porte-containers qui sont pris d'assaut et ramenés à terre, et on demande des rançons aux armateurs. Et du coup, c'est un sujet tout neuf, sur lequel le droit est en train de se construire, la pratique est en train de se construire, et Guillaume Bragel, avec qui je travaille, est pas mal sollicité là-dessus. Et donc il y a là, pour le coup, là je suis plus à l'aise, parce qu'il s'agit de manier des concepts. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, exactement. Imaginer ce que le droit peut être. Exactement, ouais. exactement. Et moins rentrer dans les détails pour le moment. C'est voir le sujet de manière macro, et un peu se projeter dans ce qui va être, mais en aucun cas je serai la plume qui va aller rédiger la nouvelle convention ou le nouveau règlement ou la nouvelle... tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je sais moins faire. Mais je m'éclate vachement sur ce truc-là, il y a des conférences qui se font, moi je prépare le contenu et tout, et ça j'adore, parce qu'il y a aussi cette notion de curiosité. On est sur un nouveau truc qui n'existe pas encore, on défriche et tout, et ça me stimule énormément. Et on arrive à la fin de ce stage, et à côté de ça, je m'étais dit... il y a une partie de moi, mon mini-moi aventurier, qui me disait, un petit Thibaut, là, t'as 25-26, là, 25-26 ans, c'est encore un peu tôt pour t'enfermer, je le voyais vraiment comme ça, dans un cabinet d'avocat pour les 40 prochaines années à venir. Va voir du pays et tout, tu l'as pas encore suffisamment fait. Et je postule à un truc qui s'appelle le volontariat officier aspirant de la Marine nationale,
pour aller passer 1 an comme officier sur un des bateaux de la Marine nationale. Et je me dis, il y aura un truc à construire. Enfin, je vais inventer une carrière un peu différente, quoi. C'est de l'intuition, quoi. J'en sais rien du tout. Et je passe les différents process. Et au dernier truc, je suis kické, on me prend pas. On me prend pas parce qu'il y a en plus parce qu'il y a une grosse réduction du budget cette année-là sur ce truc-là. Il y a beaucoup moins de place. Bon, je cherche pas à m'inventer d'excuses. Mais le matin, je reçois ce call de la marine qui me dit on me prend pas. Et l'après-midi, j'ai un cabinet à Marseille, pour le coup, dont j'avais vu l'associé, qui s'appelle Villeneuve-Roard-Simon, qui est le cabinet français qui est le plus ancien sur le droit maritime, assez prestigieux encore une fois. Il me confirme que j'ai décroché la place de collaborateur chez eux à Marseille. Et j'avais postulé à ce truc-là en me disant trop cool, nouvelle ville, nouvelle aventure. C'est un petit cabinet, moi j'ai envie de quitter Paris de toutes les manières. Je me vois chez Holman, il n'y a pas de place, ils cherchent pas de collaborateurs. Et donc finalement VOA, bon j'ai vite fait enterrer le truc, c'est pas grave. Ce sera Villeneuve, quoi. Villeneuve à Marseille. Donc là c'est le début d'une courte carrière. Combien de temps? 2011. Septembre 2011. 12. Un an. Enfin 13 mois, quoi. Ok. Mieux que moi quand même. Hein. C'est vrai moi ça a été 2 ans. C'est vrai? Ah oui. 21 septembre 2016, 30 septembre 2018. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais fait plus longtemps que ça. Non. Ok. Et donc cette expérience de collaborateur, ton arrivée à Marseille? J'arrive à Marseille et moi je suis très content parce que je voulais quitter Paris à l'époque. Et 2... Pourquoi tu voulais quitter Paris? Pourquoi je voulais quitter Paris? Parce que plus je passe, donc par mes stages, je passe en tout 6 mois, 10 mois, plus d'1 an et demi dans des cabinets. Et en fait, mine de rien, malgré cette première expérience avec Guillaume, l'associé, je ne me projette pas dans la vie d'un avocat collaborateur à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun dont la vie me fait... Je me dis, dans 1 an, dans 5 ans, je veux être ce mec-là, quoi, ou cette nana-là. Et donc je me dis, moi, encore une fois, il faut que j'invente une manière différente d'être avocat. Et là, je rencontre Bertrand Coste, qui devient mon nouveau patron chez Villeneuve. Et lui, je le vois, il débarque à Paris, on a un entretien dans leur bureau parisien. Et je vois enfin un type qui est... déjà, il a une bonne gueule, il est bronzé, et surtout, il est détente, quoi. Il est posé, il a l'air hyper intéressé par ce qu'il fait. Il met aucune pression. Il a l'air un peu dans la lune. Et puis on parle planche à voile. Et puis on parle bateau et tout. Et je me dis, voilà un mec qui a l'air passionné et qui a l'air surtout bien d'avoir construit un bon équilibre de vie autour de son métier d'avocat. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, l'équilibre de vie. Ma vie ne peut pas être que mon travail, quoi. Et tous les avocats que j'avais vus jusqu'à présent n'avaient pas l'air d'incarner ça. Au contraire. Je suis bavard. Tu peux non, mais parler. j'adore. Je suis pas habitué à parler autant. Tu me dis quand t'as mal à la gorge, t'as le droit à une cuillère de miel. Et du coup, je vois Bertrand et je me dis, ouais, ce mec-là, potentiellement, j'aimerais bien, je serais content de lui ressembler, en fait. Il parle de son petit voilier dans le Vieux-Port, la planche à voile et tout. Et effectivement, j'arrive, et en fait, au bout d'une semaine, on part se faire une petite session de planche à voile en pleine journée à la Pointe-Rouge, sur son scooter, le matin, et lui, il arrive avec sa combinaison sous le bras. On check les prévisions de vent sur Windguru, un site qui te donne des machins. Et on se fait une session de 13h à 15h, on est sur l'eau, quoi. Et on revient, on est tous salés, et on se remet au boulot, et c'est génial. J'ai trouvé une colocation, une maison en colocation à la Pointe-Rouge, donc face à la mer. Je suis que avec des gens qui font du kitesurf et de la planche à voile. Le matin, je vais bosser dans le centre, à la préfecture, à vélo en longeant la mer. Parfois, il y a un petit coup de Mistral, du coup, tu galères un peu pour pédaler, mais tu sais que tu auras une bonne session l'après-midi, du coup. Bon, c'est génial, quoi. Mais au bout d'un an, quand même, je me casse. Donc, il y a un truc, c'est que malgré ce cadre idyllique, le soir, quand je rentre chez moi, je l'ai analysé comme ça, j'ai vraiment la sensation d'un gâchis, en fait. Je sens que je porte en moi de l'énergie, un dynamisme, une volonté de contribuer à chaque fois, je dis tous les matins à mes colocs, les gars, salut, je pars changer le monde, je pars sauver le monde, je leur dis. Et en fait, c'est un peu ironique. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de contribuer à quelque chose qui me fait vibrer par mon travail. C'est-à-dire que dans ces cabinets assez prestigieux, t'as des clients qui ont pas mal de moyens, et que du coup, moi j'avais toujours l'impression de défendre Goliath contre David. Et du coup, on faisait souvent gagner Goliath. Donc, même chez Holman, on avait représenté un armateur qui
voilà, dont l'un des bateaux avait fait un petit dégazage sauvage. Tout le monde a le droit d'être défendu, encore une fois, mais moi j'étais pas à l'aise par ce truc-là. Et on défendait plein d'autres gens très bien, plein d'autres désarmateurs qui avaient... Mais sur certains dossiers, je me sentais pas à l'aise en fait. Et moi, je l'ai encore eu chez Villeneuve, cette impression d'être un peu un mercenaire qui choisit pas qui il va défendre, pour qui il va se battre, ben, je l'assumais pas trop en fait. Moi, je suis pas suffisamment... Pour moi, un bon avocat, c'est un bon mercenaire, ou alors c'est quelqu'un qui est très joueur. Donc un mercenaire, il doit savoir se plier à la cause qu'il défend, quelle qu'elle soit, parce que tout le monde a le droit d'être défendu. Autant un capitaine qui dégaze que un tueur en série ou ce que tu veux, tout le monde a le droit d'être défendu. Mais il faut quelqu'un qui soit prêt à faire le mercenaire pour le défendre, c'est-à-dire qui soit pas trop regardant. Ou alors il faut quelqu'un qui adore le défi et jouer et aller un petit peu se mettre sur la gueule, qui soit combattant. Et moi j'étais ni l'un ni l'autre. J'aime bien le défi, mais j'aime pas me mettre sur la gueule avec les gens, j'aime pas me battre. Mais Là, je te parle de litige, je te parle pas de conseil, je te parle de... Bien sûr, ouais. Mais cela dit, ça peut marcher aussi pour le conseil, t'as peut-être Ouais. pas forcément envie de conseiller un certain type de client, Mais ce décalage en termes d'alignement, en fait, par rapport à, je sais pas, tes valeurs ou les causes dans lesquelles t'aimerais plus investir, t'aurais pu rester avocat, mais changer de spécialité ou changer de type de cabinet. Donc, je sais pas si c'est une question que tu t'es posée. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, en fait, je me suis rendu compte que... je me suis d'abord posé la question, est-ce que je change de cabinet en droit pharmaceutique ? Est-ce que je passe côté patient ? Est-ce que je passe côté médecin ? Ouais. Est-ce que je vais dans une plus petite structure ? Ou est-ce que carrément je change de spécialité et j'arrête le droit de la santé ou des choses liées au droit de la santé et puis je vais faire, j'en sais rien, du droit pénal pour défendre les femmes battues. Tu vois, j'ai quand même fait ce cheminement et j'en suis arrivée un peu à la conclusion qu'en fait, c'était pas une question de spécialité ni de type de cabinet, que c'est juste que, intellectuellement parlant, même le droit était insatisfaisant pour moi. Mais est-ce que toi, t'as fait ce cheminement ? Comment ça s'est... Ce cheminement... Non, mais en fait, à ce moment-là, j'étais dans un... Alors ça, du coup, j'en ai pas parlé. En fait, au quotidien, le matin, le soir, quand je rentrais chez moi, je me sentais mal dans mes pompes. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pendant la journée, de plus en plus, les journées me paraissaient très longues. Vraiment très longues. Et ça manquait de stimulation et tout. Et... à un moment, il y a eu un truc, c'est que en fait, à ce moment-là, je l'avais pas vu, mais j'avais des vertiges régulièrement. C'est-à-dire que j'avais des angoisses, des bouffées de chaleur, des machins. Parfois, j'étais en voiture, je faisais pas mal d'expertise sur des bateaux tout le long de la côte méditerranéenne. Et je me souviens, en voiture, j'étais obligé de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence parce que j'avais l'impression que j'allais perdre le contrôle. Et un jour, j'ai rejoint mes parents, c'était à la montagne pour des vacances. Et je suis arrivé et j'ai craqué, je me suis mis à pleurer devant eux sans savoir pourquoi, quoi. Il m'avait juste demandé comment ça va le boulot, quoi. Et là je me suis dit ok, il y a un truc qui cloche, je l'ai peut-être pas vu et tout, je suis pas heureux, et en plus je revenais d'une semaine de vacances incroyables sur un bateau avec des amis, donc j'étais dans des super dispositions, mais dès qu'on parlait de mon boulot, il y avait quelque chose là qui me faisait super mal, on appuyait sur quelque chose qui faisait super mal. Et en fait ce truc là m'a fait penser qu'il fallait un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il fallait faire un peu table rase et revenir à des trucs et me réapproprier vraiment mon parcours et me dire qu'en fait à ce moment-là je me suis dit c'est effectivement depuis le début je suis des volontés, des intuitions, des trucs qui sont pas vraiment les miens, et il y a un truc qui m'appartenait vraiment depuis le début, c'était cet aspect carrière ONU, ONG, développement international. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai aucune étiquette, rien du tout, qui va me permettre d'aller travailler dans ce domaine-là, mais je vais essayer. Parce que j'ai envie vraiment de me réapproprier le truc. C'était donc vraiment t'as ça. vraiment Donc, eu ce... page blanche, quoi. En fait, ce qui a fait que tu as fait table rase, ça a été le corps. Ouais, exactement. Ouais, moi, mon corps, de toute façon, me parle en permanence. Moi, vraiment, je me revois très bien, là, ces vertiges. Ouais, c'est le corps. Mon corps m'a dit arrête. Donc tu quittes la profession. Je quitte la profession, ouais. C'est marrant, symboliquement. Comment tu te sentais de prendre cette décision ? Je me sentais trop content. Je me souviens avoir fait un truc un peu con, mais avoir posté une photo sur Facebook. J'avais pendu ma robe sur une porte du cabinet et je disais que je vendais ce truc-là et je l'avais présenté comme un déguisement pour aller en soirée et tout, machin. Et donc il y avait vraiment le truc et tourner un peu le truc en dérision. C'est drôle, moi j'ai fêté ma démission. Ouais. Et j'ai appelé cette fête, donc c'était genre 2 semaines après ma démission. Et sachant que je savais que c'était ma démission
du cabinet, mais du barreau. Et j'ai appelé cette fête lui se tombe la robe, un truc comme ça. Et ça a été une des meilleures soirées que j'ai organisées. Ah ouais. C'était trop bien, j'étais trop heureuse. Ah mais non, faut célébrer les choses, faut complètement célébrer. Ouais. C'est marrant, j'ai plus de mal à lâcher prise parce que j'étais sans filet, c'est-à-dire que j'avais pas d'économie, j'avais machin, et donc j'ai rapidement contacté un maximum d'ONG, assos et tout, pour lesquels j'aurais pu aller travailler, me construire une nouvelle étiquette professionnelle. Et j'ai eu la chance parce que je suis tombé sur une ONG qui m'a envoyé travailler au Cambodge, et j'avais été assez clair sur le fait que je voulais un vrai boulot, c'est-à-dire je voulais un truc professionnalisant. Et on m'a dit bah tiens, t'as un ordinateur, une moto, t'as 10 villages dans lesquels il y a des programmes d'éducation qu'il faut consolider, il faut développer sur tous les du Cambodge et tout machin, vas-y, débrouille-toi, il faut que t'apprennes le khmer, il faut que le cambodgien, et t'habiteras dans un endroit, tu seras que avec des gamins qui parlent pas un mot d'anglais et tout. Et ça j'étais trop content, parce que j'avais un nouveau défi, c'était du terrain, ça allait être très concret, ça allait être très difficile, j'allais être tout seul, il allait falloir me battre, mais pas me battre contre les autres, il allait falloir me battre pour construire un nouveau truc. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que c'est difficile de résumer un an de taf au Cambodge là-bas, mais je me suis éclaté sur plein d'aspects, sur le fait que moi, j'étais beaucoup plus dehors, déjà. J'étais au contact des gens. Mon travail contribuait à quelque chose que j'avais choisi, c'est-à-dire que j'étais pour cette ONG qui s'appelait Enfants du Mekong. L'objectif était de permettre à un maximum d'enfants d'aller à l'école. Et c'est pour ça que je travaillais tous les jours. Donc ça, je l'avais choisi. Et je rencontrais un maximum de personnes, notamment les bénéficiaires d'ONG. Il a fallu que j'apprenne donc la langue. Donc c'était difficile, mais c'était hyper... moi, ça me nourrissait énormément. Ça me donnait énormément d'énergie. Mais surtout, je me suis senti tout à nouveau, bon dans quelque chose. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que autant les bénéficiaires que le siège avaient l'air contents du travail que je fournissais. Et moi, ce besoin de reconnaissance, il est hyper fort, en fait. Enfin, cela dit, je pense que tout le monde a besoin de reconnaissance. Ouais, c'est humain. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, d'avoir besoin de se sentir valorisé, quoi. Ouais. Je suis désolée, je suis allée trop vite sur cette expérience, mais en vrai, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut revenir sur sur ta prise de décision de quitter la robe? Donc toi, t'étais content, tu m'as dit que tu t'avais un peu tourné le truc en dérision, ouais. Mais par rapport à, je sais pas, ta famille, tu dis que t'avais pas de filet après, tes inquiétudes, comment est-ce que t'as un peu vécu juste vraiment le fait de prendre cette décision et... D'abord, c'était fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que même au bout de 9 mois, j'étais allé voir mon patron, là, Bertrand, lui disant que je voulais partir. Il m'avait dit non, attends un peu. Donc il y a eu plusieurs j'ai eu le temps de mûrir ce truc-là. Au bout de 9 mois, donc je lui ai dit je veux partir. Il me dit attends un peu. Et il m'a rassuré et tout. Et moi, pendant ce temps-là, je savais que j'allais quand même partir, mais pour moi, c'était juste un préavis qui se prolongeait un petit peu plus. Donc j'avais commencé à démarcher ces gens-là. Donc au moment où j'ai quitté le cabinet, je savais que je partais un mois plus tard au Cambodge. Donc il y avait ce truc-là. C'était une mission qui était rémunérée, donc j'allais pas avoir de problème de revenus, même si c'était très limité. Et ça t'a, je sais pas, la symbolique de raccrocher le métier, puisque je te pose ces questions par rapport à moi, mon expérience et le regard que j'ai eu, juste par curiosité, à quel point que toi tu... Alors, par rapport à mon entourage, mes parents m'avaient vu au fond du seau, donc ils me sont dit ok, on a compris que t'étais malheureux, qu'il fallait que tu... Ils étaient pas rassurés, hein, parce qu'ils se sont dit et vers quoi est-ce qu'il va aller mine de rien, ça fait pas mal d'années investies, pas mal d'argent investi dans ses études, mais ça à la limite c'était secondaire, c'était juste on a envie que notre fils aille bien, quoi. Et du coup là le fait de... Moi j'ai toujours beaucoup parti en stage à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, tout ça. Il dit bah ouais, évidemment il a besoin de... Lui son truc c'est de partir à l'aventure, c'est d'écrire de nouvelles histoires, donc voilà. Et par rapport à moi, je pense que... Moi c'est marrant parce que tout ce qui est un peu négatif j'ai tendance à l'oublier, donc on peut faire table rase dessus. Je me souviens juste du positif, c'est-à-dire que l'excitation de me réapproprier mes choix et de partir faire quelque chose de nouveau qui m'excitait beaucoup en fait. Donc je me souviens de l'excitation d'écrire quelque chose voilà. Mais surtout d'avoir posé un choix à moi. Génial. Voilà. Donc, parenthèse fermée, tu reviens du Cambodge. Ouais.
J'aurais pu rester un peu plus, c'est-à-dire que c'est des missions d'1 an qui sont reconductibles, et si j'avais été dans l'idée de construire une carrière sur long terme dans le domaine du développement, peut-être que j'aurais eu intérêt à y rester, quoi. Et en fait, j'ai fait comme, comme avec les avocats. Quand j'étais là-bas, j'essayais de rencontrer des personnes qui avaient un petit peu d'avance dans le métier pour me dire, est-ce que j'ai envie de ressembler à cette personne-là, en fait? Est-ce que lui, il a 10, 15 ans, peut-être même 5 ans d'expérience, est-ce que je me vois avoir sa vie si je continue? Et en fait, j'ai pas trouvé de personnes qui m'inspirent suffisamment pour me dire, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Et au contraire, j'ai trouvé beaucoup de gens dont la vie perso était assez chaotique. Donc un métier qui prend trop sur ta vie perso. Et moi, c'était de plus en plus clair. Pour moi, il y a le métier, il y a ton travail, mais il y a aussi énormément de choses en plus qu'il ne faut pas négliger, et notamment la vie perso. Et cette année-là, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées au niveau perso, au niveau des amis, de la famille. Et je m'étais dit, mais c'est bien mon vieux d'aller voir, découvrir le monde et tout, mais déjà tu peux être utile à la maison, par ton travail en France, et surtout c'est important tu peux pas vivre toute ta vie à l'étranger, quoi. Pour moi, encore, c'est important d'être là pour ceux qui comptent. Donc je suis revenu, et on est revenu par la route là avec, je t'ai parlé de ce projet, avec 2 autres personnes qui travaillaient pour l'asso, pour l'ONG, qui sont devenus des amis, un couple. Encore une fois, intuition, un peu idée surgit nulle part. L'un de mes boulots, c'était, je faisais le facteur, c'est-à-dire que les gamins, les enfants qui étaient parrainés, aidés par l'association, par Enfants du Mékong, par l'ONG, ils écrivaient du courrier, des lettres qui étaient envoyées aux personnes, aux boîtes ou aux familles qui les aidaient en France. Et moi j'étais assez fasciné par le fait que j'allais dans des villages au bout du monde, de la province du Mondolkiri, la frontière vietnamienne, voir un petit bout de chou qui trace des lettres, c'est un alphabet khmer, comme ça, qui s'applique et tout, de prendre la feuille, la foutre dans une enveloppe, l'emmener à Phnom Penh où elle est traduite, ensuite elle va prendre un avion et elle va être ouverte dans une maison à l'autre bout du monde et tout. Et ce lien, je le trouvais magnifique. Je le trouvais trop beau, et je me suis dit, il faut la raconter cette histoire, il faut la raconter d'une manière différente. Et je me suis dit, mais, vas-y, je vais m'appeler le facteur du Mékong, je vais collecter des lettres, je vais prendre mon vélo et puis je vais rentrer en France pour les distribuer. Et en fait, j'en ai parlé à 2 autres personnes, Marine et Raph, des amis. Et en fait, ils m'ont dit, on a envie de faire ça, on va le faire ensemble. Et on va le faire. Bon, ce serait trop long à expliquer, mais on a construit un tuk-tuk, donc un taxi Thaï. On l'a fait construire, pardon. Et on est rentré avec par la route, à travers 17 pays, sur 20 000 km. Et on a raconté ce projet. Et je me suis rendu compte, enfin, je me rends compte avec le recul, que raconter des histoires, c'est un truc que j'adore faire. Des histoires qui font sens, qui poussent les gens à l'action. Donc c'est un super projet, et l'idée c'est un peu de comprendre après, tu vois, comment t'as travaillé, qu'est-ce que t'as fait et comment est-ce que t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, comment t'organises ta vie. On va un peu parler de Chiloé, du fait que t'es un slasher, voilà, donc c'est pas tellement pour s'étendre sur cette expérience en elle-même, mais comment est-ce qu'ensuite un peu t'as organisé ta vie post-avocat, et voilà. Là on ouvre un chantier, c'est-à-dire que c'est complètement le chantier, c'est-à-dire qu'on est en janvier, j'ai 28 ans, on est au cœur de l'hiver à Paris. Janvier 2014. Ouais. On est en janvier 2014, et donc j'ai 28 ans, je suis célibataire, j'ai 0 sur mon compte, et c'est très bien, mais juste pour décrire l'état dans lequel je suis, j'ai aucun projet professionnel, je viens de vivre 2 des rêves auxquels j'aspirais depuis très longtemps, qui est d'aller travailler à l'étranger, voir un job dans le développement humanitaire, et 2, de traverser plusieurs continents par la route. C'est un truc dont je rêvais depuis longtemps, donc qu'on vient de faire avec le tuk-tuk. Et donc en fait, il manque un peu des nouveaux projets, des nouveaux rêves. Et je me dis, comment est-ce que je vais trouver ce nouveau job? Comment est-ce que je vais le construire? Et mon premier réflexe, en fait, c'est... Je rencontre un coursier à vélo à un feu rouge, alors que je suis sur mon Vélib. Et c'est pas un coursier... À l'époque, il n'y a que des courriers. Et il me dit... et je lui dis, tiens, c'est sympa ton métier. Comment ça se passe? Tu travailles combien de temps par semaine? Combien d'argent ça te permet de gagner et tout? Et en fait, je me rends compte que en m'achetant un vélo, et en démarchant toutes les boîtes de coursiers de Paris, et je peux gagner ce dont j'ai besoin à l'époque, c'est-à-dire un SMIC, pour m'acheter du temps, pour construire le prochain projet. Et donc là, concrètement, je travaille 4 jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et tous les vendredis,
c'est de la prospection, c'est de l'exploration. Je contacte des gens et je vais les rencontrer pour qu'ils me parlent de leur métier et qu'ils me racontent. Voilà. Et j'explique ce que j'ai fait et je leur dis pas que j'ai pas de projet à leur vendre, je leur dis juste je m'intéresse et tout machin. Et j'ai aucun complexe à dire j'ai pas vraiment de projet, je suis juste intéressé quoi. Et en fait lors d'une de ces alors là c'est un événement, un soir, une soirée à laquelle j'ai failli jamais aller en fait qui a complètement changé tout le reste. J'ai rencontré un type qui s'appelle Mathieu Dardaillon, qui était en train avec une petite équipe, ils avaient 24 ans, ils étaient 5, de monter un projet qui s'appelle Ticket for Change. Et leur idée, c'était d'aller sélectionner des gens, des jeunes qui voulaient changer le monde, pour leur donner les moyens de construire des projets qui auraient un impact positif sur le monde. Je me retrouve embrigadé en fait dans cette aventure. Concrètement, ils m'intègrent à l'équipe. Je suis le premier salarié de cette organisation-là. Et ils me disent, tu vas créer un programme d'accompagnement pour des gens qui ont des idées et qui veulent passer à l'action. Des idées pour améliorer le gaspillage alimentaire, la pollution, l'exclusion à l'école, toutes les problématiques sociales et environnementales de notre époque. Et donc là, pendant 2 ans, je me retrouve à découvrir et apprendre l'entrepreneuriat. Et là, encore une fois, j'ai à ce moment-là un gros syndrome de l'imposteur, parce que j'ai moi-même aucune expérience dans l'entrepreneuriat, si ce n'est construire un projet qui s'appelle Facteur du Mékong de 0 à 1, ça peut s'appeler de l'entrepreneuriat, sachant qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Mais juste de créer un projet, en fait. Donc c'est pas évident comme période, mais je suis content, parce que le job de donner du sens à ce que je fais, je l'ai, là. C'est hyper stimulant. Je suis avec une équipe qui est brillantissime, qui est hyper ambitieuse. Et voilà. Donc c'est pas facile, puisque je suis complètement débutant, mais je me nourris par l'action énormément. Je me nourris plus dans les bouquins comme je faisais en droit. C'est au quotidien, j'apprends des choses et je fais des nouvelles choses tous les jours. Donc là, pareil, donc c'est une période de 2 ans. Et là, je me rends compte que mon job évolue peu à peu, que ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est contenu pédagogique. Comment est-ce que je trouve des informations, je les synthétise et je les adapte pour qu'elles soient intelligibles et qu'elles poussent les personnes qui les lisent à en faire quelque chose. Et concrètement, à ce moment-là, je me nourris énormément de littérature, d'entretien, de vidéos, de médias, tout ce que tu veux lié à l'entrepreneuriat, pour créer les outils les plus impactants pour des jeunes entrepreneurs. Donc c'est du contenu, c'est ce que j'adore faire. Et tout ce qui est à côté, notamment organiser des événements, manager une équipe et tout, je sens que je suis moins sur ma zone de confort. Donc je suis moins sur l'expression de entre guillemets, mes talents, quoi. Et donc je dis à l'équipe, je m'en vais, mais je veux plus être salarié, enfin je ne serai plus salarié de Ticket, mais j'ai envie de continuer à travailler avec vous que sur du contenu. Donc ensuite, donc là je pars et je continue à travailler, mais à l'extérieur en tant que freelance. Je deviens auto-entrepreneur et tout, et je fais mes premières factures. À côté de ça, je développe d'autres activités, je deviens prof j'anime un module d'entrepreneuriat social dans une équipe. J'ai à ce moment-là Capgemini, qui est une structure qui bon, je fais de l'intelligence collective, je me retrouve à animer des sessions pour des grands groupes et tout. Et là, je rebondis sur plein d'opportunités. Je deviens à ce moment-là un vrai slasher, c'est-à-dire que je butine, on vient me chercher sur plein de projets différents. Plein de choses pour lesquelles tu n'as aucune formation académique. Ouais, que tu apprends sur le tas. Zéro. Dans les livres, à travers les gens que tu rencontres, et tu synthétises toutes ces sources d'enrichissement en du contenu délivrable, pédagogique. Exactement. Et ça, j'ai la chance d'avoir l'étiquette Ticket for Change, qui est un projet qui est hyper dynamique, hyper visible à ce moment-là. Et à ce moment-là, concrètement, j'ai la chance de ne pas trop avoir des marchés. On vient me proposer des trucs. Et donc ça se passe un peu tout seul, mais rapidement, je m'essouffle un peu là-dessus. C'est-à-dire que je fais plein de trucs différents, mais je me rends compte que je suis pas hyper investi en fait sur des trucs parce que je me les approprie pas complètement. Et rapidement, et là du coup on arrive à l'année dernière, 2017, été 2017, je suis un peu essoufflé du coup sur le fait d'être slasher, de cumuler trop de jobs et tout, d'avoir perdu un peu le sens de mission, de trucs auxquels j'ai vraiment envie de contribuer. Et alors je sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là, je pars faire un truc en vélo, je pars traverser la France à vélo, sur un coup de tête, sans aucune préparation et tout. Et je me mets à raconter cette histoire d'un ton un peu décalé, sur une plateforme qui s'appelle Medium, qui te permet d'écrire des articles et de les partager au plus grand nombre assez rapidement, en rendant ça joli. Et à ce moment-là, on met en relation avec
un type qui s'appelle Ferdinand et qui est en train de monter un projet qui s'appelle Chiloé. Concrètement, il raconte des aventures que tu peux vivre en France en les opposant à la macro-aventure, l'aventure au bout du monde, avec des expéditions à la Mike Horn, quoi. Et donc on se rencontre et on se met à travailler ensemble. Et donc on a développé depuis 1 an et demi donc Chiloé. Et Chiloé aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est un média en ligne qui alimente une communauté de 30 000 personnes de récits d'aventures en France, au coin de la rue, sur des périodes assez courtes, donc des micro-aventures, sur un ton inspirant, décalé, qu'on essaie de rendre drôle, pour pousser les gens à l'action, pousser les gens à se sortir de chez eux le week-end. On a ensuite lancé une collection de guides. On a commencé avec Paris, on l'a lancé le 8 novembre, le guide Chiloé Paris, qui répertorie plein d'idées de micro-aventures autour des grandes villes et d'infos pratiques pour les réaliser. Et ensuite, un troisième truc, on organise des événements, donc des expériences où on rassemble des gens dans la nature pour aller vivre des trucs qui les sortent un petit peu de leur quotidien, aller traverser le Vercors en raquette, d'aller bivouaquer dans la forêt près de Paris et puis vivre avec un minimum de moyens. Et voilà. Et donc ça, c'est Chiloé aujourd'hui, c'est ce qui occupe 150% de mon temps. Et à côté de ça, parce que ce projet ne nous rémunère pas pour le moment, ce sera le cas en 2019, j'anime des formations pour Switch Collective. Dont on a parlé avec Jessica, Ouais. Trois-Fontaines, dans l'épisode numéro 5. Très bien. De Fleur d'Avocat, et que je vous invite tous à aller écouter. Et moi, en fait, comme j'ai fait Switch Collective, comme je l'ai dit dans l'épisode 5, un de mes formateurs était donc Thibaut. Ouais. C'est là que je l'ai connu. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que... donc finalement, tu es en train de vivre ton aventure entrepreneuriale via Chiloé. Ouais. Qu'est-ce que tes études de droit et ta carrière d'avocat, selon toi, comment est-ce que cette expérience-là, juridique, que ce soit académique puis ensuite pratique, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses. J'ai tendance à penser qu'en fait, notre vie au quotidien, en tant que société, elle est régie par des règles que tout le monde ne connaît pas, dont j'ai l'impression que mes études de droit m'ont donné une vue assez exhaustive, et du coup m'ont donné une vision de la manière dont fonctionne notre société, et que je trouve hyper intéressant. Ça paraît peut-être un peu bateau de lambda de dire ça, mais vraiment, je continue à voir même tous les rapports qu'on a avec les différentes parties prenantes de Chiloé, de l'entreprise, sous l'angle un peu juridique, des rapports juridiques. Donc ça, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais en tous les cas, ça éclaire ma manière de voir la société, les rapports entre les personnes physiques et les personnes morales. Ça, c'est un peu de macro, intuition et tout. Derrière, sur la formation, ça me rend hyper exigeant avec tout ce que je produis. Tout ce qui sort de mon ordinateur, que ce soit un email ou une présentation, ou une paquette de présentation d'un événement, ou le guide Chiloé et tout. Je suis hyper vigilant sur la manière dont les idées s'articulent, dans la manière dont elles sont présentées. Et voilà, donc ça c'est un petit peu le côté littéraire que donne le droit. Et en vrai, je me rappelle de l'exercice des commentaires d'arrêt qu'on fait notamment les 2 premières années. Et ben, en vrai, pouvoir lire de manière aussi pointue un texte et avoir une capacité d'analyse là-dessus, j'ai l'impression que ça m'aide encore en fait sur la manière dont je lis et dont je produis des contenus. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc sur... Ouais, je dirais exigence... C'est peut-être... Ouais, j'ai rien d'autre qui me vient à l'idée pour le moment. Mais... Non, c'est déjà pas mal. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'exigence du contenu et surtout de la rédaction. J'ai une amie qui est juriste dans une grande entreprise et elle travaille beaucoup avec des ingénieurs. Ouais. Et elle me dit, mais on se rend pas compte à quel point nous, juristes, on sait écrire, articuler nos idées de façon logique. Pour partir des éléments de contexte jusqu'à une conclusion et une voie d'action. Elle dit, moi, les ingénieurs avec qui je travaille, qui sont des ingénieurs brillants, mais vraiment leur mail, ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire. Et quand ils écrivent des trucs de boulot, enfin, une phrase, une idée, et comment est-ce que tu articules ces phrases entre elles. Donc c'est intéressant que tu le soulignes. As-tu des regrets ou as-tu jamais eu des regrets sur le fait d'avoir lâché la robe ? Non, je pense que j'étais pas la bonne personne. Je pense pas que j'aurais fait un suffisamment bon avocat, parce que pour plusieurs trucs, comme je disais tout à l'heure sur le côté mercenaire, moi j'ai besoin, pour être efficace, impliqué sur un projet, de vraiment l'avoir choisi.
je sais pas si... Alors, il y a sans doute des avocats qui choisissent tous les dossiers sur lesquels ils travaillent, toutes les causes qu'ils vont défendre, tous les clients qu'ils vont défendre. Mais en tout cas, moi, j'aurais eu besoin de ça. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de linéarité dans la carrière d'un avocat. Et même si je me trompe sans doute, il y a sans doute des avocats qui commencent en droit de famille et qui évoluent qui font plein de trucs différents. Et la perception d'une carrière d'avocat comme trop linéaire et rentrant trop dans des plots, dans des schémas, alors que moi j'aspire à casser les codes en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a trop de codes dans la carrière d'avocat. Donc je regrette pas ça de ce côté-là. Alors c'est peut-être un message un peu trop négatif sur on approche, je pense, de la fin de Ouais, on approche de la fin, ouais. Mais je vais pas terminer sur une phase négative. Mais, non, mais déjà, c'est pas la fin tout à fait. Ouais. Il y a une autre question qui vient après. Ouais. Et puis, c'est pas négatif pour la profession d'avocat, c'est négatif pour toi dans la profession d'avocat. Ouais, c'est ça, c'est ma perception du... Ouais. Oui, ouais. Complètement. J'insiste vraiment parce que... bien sûr. Il y a des personnes à qui ça va très bien. Bien sûr. Voilà. Exactement. Une dernière question, c'est... que j'ai oublié. Non, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs ? Donc que ce soit des élèves avocats, des avocats, quel que soit leur niveau de seniorité par rapport à... je sais pas. Alors pour des élèves avocats, ne pas refaire je trouve pour le coup la plus grosse bêtise que j'ai faite, qui est de tester rapidement en fait ses intuitions. C'est-à-dire se dire, si j'ai envie de devenir avocat, rapidement me mettre dans les pompes d'un avocat. Faire un stage ou aller... coller au basque d'un avocat pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais en tous les cas se faire une idée, la représentation la plus concrète, plus exhaustive de ce que c'est que d'un avocat, donc sans doute ne pas aller en voir un seul. Voilà, donc c'est tester rapidement pour des élèves avocats. Je rajouterais à ça, tester, puis ensuite posez-vous la question de... Enfin, testez pas juste pour tester, puis ensuite faites une réflexion sur ce que vous avez testé. Relire l'expérience et se dire qu'est-ce qui m'a plu. Est-ce que je me vois concrètement ? Est-ce que cette personne m'a suffisamment inspiré ? Enfin, est-ce que cette personne et sa manière d'exercer son métier m'ont inspiré ? Est-ce que j'ai envie de tendre vers ça ? Et ensuite, alors pour des avocats plus seniors, c'est peut-être plus... J'ai pas envie d'être donneur de leçons, mais en tous les cas, je sais que c'est un métier qui est hyper prenant. Et il y a sans doute déjà plein d'avocats qui le font, mais entretenir en fait d'autres centres d'intérêt. C'est-à-dire... je sais pas si vous m'avez parlé des graines de bambou. C'est ça que j'étais en train de penser. C'est ça. C'est arroser ses rêves, arroser ses projets et se dire, si on se place dans une dynamique switch, qu'on sera tous amenés à switcher, que si on est avocat aujourd'hui, on ne sera peut-être pas toute sa vie et que peut-être que préparer le prochain projet, le prochain job, et que c'est pas grave à un moment de vouloir raccrocher pour faire autre chose. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ce que je viens de te raconter, et en même temps, le plus riche, c'est d'adopter la posture du débutant à chaque fois. C'est de recommencer à zéro de quelque chose. Et en vrai, et là-dessus, il y a un truc qui est hyper stimulant, hyper flippant, mais qu'on regrette jamais après, en fait. Merci beaucoup, Thibaut. Merci, Lila Louise. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un éloge dithyrambique et des millions d'étoiles sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez. C'est ce qui m'aide le plus à donner de la visibilité à Fleur d'Avocat. Je laisse aussi l'email de Thibaut en note de l'épisode au cas où vous souhaiteriez le remercier directement. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.